Donc voilà, donc, je vais vous faire un petit compte rendu des 3 mois que j'ai passé à Madagascar pour étudier les caméléons. Donc tout était déjà plus ou moins présenté. Donc de quoi on va parler? Donc au début je vais faire juste toute petite introduction sur les caméléons, exactement ce que c'est un caméléon. Ensuite Madagascar, pourquoi Madagascar? Ensuite l'étude, donc ce que j'y ai fait. Ensuite un peu la vie sur place, le quotidien, comment ça se passe de faire de la recherche à Madagascar au jour le jour. Ensuite, juste un petit interlude sur la biodiversité qu'on trouve dans les forêts de l'Est de Madagascar. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et ça vaut la peine de montrer quelques petites photos de juste la diversité qu'il y a. Ensuite, je vais vous présenter un peu les tendances que j'ai trouvées en analysant mes données. Donc, je n'ai pas encore fini d'analyser les données, donc ce n'est pas des résultats concrets, vraiment figés, vérifiés, solides, etc. C'est pour l'instant des tendances générales que je peux donner avec ce que j'ai déjà analysé. Et puis ensuite, à la fin, je suis malheureusement obligé de faire un petit point sur les menaces qui pèsent sur ces écosystèmes. Donc en premier, c'est quoi un caméléon? Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi la différence entre un lézard et un caméléon. En fait, les caméléons, du coup, c'est plein d'espèces différentes qui font partie de la famille des caméléonidés. Et les caméléonidés font partie des lézards, au même titre que les varans, les iguanes. Et du coup, les lézards sont des reptiles, au même titre que les tortues, les crocodiles, les serpents, etc. Donc les caméléons, c'est tout plein d'espèces, et toutes ces espèces sont des lézards qui sont des reptiles. Ensuite, les caméléons, il y a tout plein d'espèces, comme j'ai dit. Ça, c'est juste quelques photos pour montrer un tout petit peu de diversité de ce qu'on trouve dans la forêt, là où j'étais. Donc ça part des tout petits ici, donc ça c'est les brookesia, les caméléons nains sur lesquels j'ai fait mon étude. Donc ça c'est une femelle adulte, ça ne deviendra pas plus gros que ça. Donc avec la queue, ça fait quelque chose environ comme ça, maximum. Et puis après, du coup, il y a d'autres espèces plus ou moins colorées, on les reverra un peu plus en détail et en plus grand après. Et puis ça va jusque dans la même forêt, du coup, au plus gros caméléon du monde, du coup le Kaluma parsoni parsoni, qui fait environ la taille de mon avant-bras. Donc quand je le porte là, ils ont des petites griffes, enfin pas si petites sur celui-là du coup, au bout des pattes. Donc ces pattes en pince, c'est une caractéristique des caméléons. Et donc là, on le sent bien quand même, quoi. C'est quand même des grosses bêtes. Puis celui-ci, on le sent à peine, peau sur la main, on le sent même pas, quoi. Et ensuite, Madagascar. Pourquoi aller à Madagascar? Donc, comme je dis, il y a plein d'espèces de caméléons. Et il y a vraiment un hotspot de diversité en fait, qui se trouve dans cette zone-là, donc le sud-est, l'est de l'Afrique et Madagascar. On trouve aussi des caméléons autour de la Méditerranée, en bas de la péninsule arabique et aussi au sud de l'Asie mineure, jusqu'en Inde. Mais le hotspot des espèces en fait, se trouve vraiment ici, donc c'est un des endroits les plus intéressants pour les étudier, où il y a le plus d'enjeux pour eux. Puis aussi Madagascar, parce qu'il y a le Caméléon Center Conservation qui organise des recherches là-bas. Et puis j'étais déjà allé avec eux l'année passée ou l'année d'avant, 1 an et demi, quelque chose comme ça, pour faire un inventaire de la réserve de Hoïman, donc là où je suis retourné. Donc je suis retourné au même endroit, je connaissais un peu déjà l'endroit, je savais un peu à quoi m'attendre, donc c'était aussi plus pratique et plus optimal pour savoir sur quoi me focaliser une fois que j'y étais. Ensuite, pour faire un petit point sur Madagascar, donc c'est une grande île qui est tout proche de l'Afrique, mais en fait, elle a plus à voir avec l'Inde que l'Afrique au niveau géologique et du comment on appelle ça, du mouvement des plaques tectoniques en fait. Ça s'est séparé de l'Afrique en premier, et ensuite ça s'est séparé de l'Inde et elle est restée plutôt vers l'Afrique. Et puis les humains qui sont arrivés là-bas, c'était environ tout au début de notre ère, donc entre 0 et 500 après Jésus-Christ, selon des estimations. Et en fait, c'est des Austronésiens qui sont arrivés en premier, donc c'est pas des humains qui sont arrivés depuis l'Afrique, c'est des humains qui sont arrivés depuis l'Indonésie, qui ont traversé l'océan Indien en bateau, qui sont arrivés là-bas en premier. Et ensuite, il y a eu plein d'autres colonisations, donc depuis la péninsule arabique, depuis l'Afrique par la suite, et encore plus récemment, forcément les colonisations européennes et françaises à l'époque. Et donc Madagascar a eu son indépendance en 1960 de la France. Et du coup, ça fait un gros mélange à la fois ethnique, culturel, différentes religions. Enfin, il y a plein de rencontres de différents humains là-bas sur cette île. Et au niveau de la surface, donc ça fait 587 000 km², donc c'est pas grand-chose, mais comparé à la France, en gros, qui fait 550 000, c'est un poil plus gros que la France, disons. Et au niveau de sa population, il y a 27 millions d'habitants, et 67 en France, donc ça fait plus ou moins la taille de la France, avec un peu moins de la moitié du nombre d'habitants, pour donner un peu d'idée.
aussi le salaire moyen, donc malheureusement c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc selon les différentes sources qu'on trouve, j'ai trouvé environ 40 francs par mois, qui est le salaire moyen. Mais là où j'étais, en fait, moi j'étais dans les grandes forêts de l'Est, ici, donc ce qu'il en reste, au point rouge ici, qui est la réserve, donc c'est tout petit par rapport aux forêts. Mais les gens dans cette région, en discutant avec eux, gagnaient environ 20-25 francs par mois. Et bien sûr, là, on compte pas en francs, on compte en arrière. Du coup, 1 franc, c'est environ 4800 arrière. En gros, 5000. Donc, au bout de 3 mois, j'étais très bon en table de multiplication de 5000. Et sinon, dans l'histoire un peu plus récente, il y a eu un coup d'État en 2009 qui a déstabilisé pas mal la politique et c'est toujours assez instable. Et du coup, ça a des conséquences un peu sur de nombreux domaines, dont celui de l'écologie. C'est compliqué de voir des choses qui tiennent vraiment en place au niveau global de Madagascar. Ensuite, les transports pour y aller. Donc, c'est un endroit à Madagascar qui est quand même très accessible. Il y a d'autres endroits qui sont beaucoup plus compliqués. C'est pas l'expédition d'une vie. Il y a des gens, quand je leur dis que j'ai été 3 mois dans une forêt à Madagascar, ils pensaient que j'étais tout seul à manger des crocodiles, je sais pas quoi. C'est pas le cas, c'est quand même très accessible et très pratique. Donc en gros, vous faites 12 heures d'avion, vous arrivez à la capitale, qui s'appelle Antananarivo. Puis après, il faut vous rendre jusqu'à la réserve. Et en gros, la réserve, on la voit ici, c'est le petit patch de forêt qui est là. C'est ça la forêt de Voiman. Et du coup, vous devez prendre un taxi brousse, je vais vous expliquer ce que c'est après un taxi brousse, pour faire cette route jusqu'ici. Là, Google Maps dit 3h11 minutes. Peut-être un poil optimiste quand même, c'est plus 4-5 heures. Mais ça va. Et ensuite, il vous faut 1 heure de marche pour relier la route jusqu'à la réserve. Donc là, juste quelques photos pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est le taxi que j'ai pris entre mon hôtel à Tana, où je suis resté quelques jours, histoire de changer de l'argent. Donc, j'ai dû changer 2000 francs pour rester là-bas 3 mois. Et donc, je suis devenu multimillionnaire. J'avais environ 10 millions dans mes poches pour faire ce trajet. Et donc ça, c'est les taxis dans la ville. On voit que c'est des vieilles voitures françaises. Il y a quand même un héritage français avec ces voitures. J'ai vu des compteurs de voitures qui étaient à 1 800 000 km et ils étaient cassés. Donc la voiture avait au moins 1 800 000 km. Donc voilà pour vous dire un peu. Puis bien sûr, les amortisseurs, c'est plus trop ça. Et le centre-ville de Tana, en fait, tout est en pavé. C'est des gros pavés. Donc quand vous roulez là-dessus, ça vous remet en place la colonne vertébrale. Et après, vous arrivez du coup à la gare des taxis brousses. Donc c'est ça, les taxis brousses. C'est des espèces de minibus qui sont tout autant vieux que les voitures d'avant pour certains. Et puis en fait, c'est le moyen le plus efficace de se déplacer dans le pays, largement. Là, pour mes 4 heures de route, j'ai payé 4 francs. Voilà. Et beaucoup de transport se fait par taxi brousse, donc vous avez tous les sacs et les affaires des gens empilés sur le toit. Donc j'ai des canards sur le toit, des poules sous le ciel, une fois une grand-maman sur les genoux aussi. Voilà, ça vous propulse assez vite dans le pays comme ça. Et puis donc vous roulez pendant 4-5 heures à travers la route nationale. Ça c'est la route nationale qui va jusqu'à la réserve. C'est des villages comme ça. Et puis à la fin vous avez encore 1 heure à pied. Voilà un peu ce qu'on peut trouver comme chemin autour de la réserve. Et il y a une ligne de chemin de fer qui est encore en utilisation. Et on passe un bon bout à marcher sur ces rails. Et enfin, après, vous arrivez à Voiman. Donc ça, c'est un peu le village des chercheurs, là où on dort. Il y a aussi des écotouristes qui viennent ici. Et du coup, on séjourne là-bas. Donc c'est le grand luxe pour la région. On a un bungalow à nous, des gens qui nous font à manger. Enfin, c'est vraiment très très bien accueilli. C'est très très agréable. Et donc, c'est ce qui nous servait, ce petit village-là, c'est ce qui nous sert de lieu de départ pour explorer toute la réserve. Donc ce qu'on appelle le relais du naturaliste, donc là où on dort, c'est ici. Et du coup, vous avez toute la réserve qui est là. Donc c'est pas une réserve qui est énorme. Hein. Si vous avez la barre qui fait 2 km en bas, donc ça doit faire 6-8 km de long. C'est vraiment pas très grand. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu, il reste un gros patch de forêt primaire, ou presque primaire, qui n'a pas été beaucoup dégradée. Et autour, il reste de la forêt secondaire. Par exemple, oui, bien sûr. Et par exemple, ici, on voit qu'il y a aussi de la forêt, mais c'est beaucoup moins foncé que ce qu'on voit là.
En fait, c'est de la forêt où soit tous les grands arbres ont été coupés, voire qui a été complètement coupé ou brûlé, puis c'est de la forêt qui a repoussé de zéro, ce qu'on appelle de la forêt secondaire. Donc qui est beaucoup moins originelle en fait que ce gros patch au milieu. Donc ensuite la vie sur place, donc là on est à l'est de Madagascar, chez une ethnie qui s'appelle les Petsimisak. Et ça c'est un peu un petit village traditionnel, donc un petit hameau, c'est des gens qui vivent par famille, par petits groupes de maisons, donc c'est des petites maisons en bois pour vous montrer un peu le contraste avec ce que j'avais moi. Du coup j'avais la chance d'avoir un bungalow comme ça, un grand luxe, il y a même des petites ficelles pour faire sécher les slips et chaussettes. Et voilà, donc j'ai mon bungalow pour moi, pour dormir. Et voilà, j'avais des fois la visite de 2-3 rats et souris, mais bon, ça brise un peu la solitude. Mais surtout, j'étais entouré d'une bonne équipe de guides. Donc ça, c'est des gens sans qui rien n'aurait pu être possible. C'est eux qui savent comment chercher les caméléons, qui les voient, qui connaissent la forêt, etc. Donc là, on a 3 apprentis guides qui ont été formés par le CCC pour trouver les caméléons, identifier les caméléons, etc. Donc il y a Cédric, Raïr et Dina, c'est les 3 avec qui j'ai le plus exploré la forêt. Ici on a Lessa Boots qui est le botaniste de la réserve. Donc pour être botaniste d'une forêt primaire à Madagascar, il faut être quand même assez solide en reconnaissance, et lui il savait reconnaître toutes les plantes. Toutes les plantes, il sait ce que c'est vraiment incroyable. Et ici on a Gaga du coup qui est guide professionnel depuis à peu près une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Et du coup qui est aussi extrêmement bon en reptile amphibien, c'est sa spécialité. Donc voilà, j'étais surtout avec cette équipe là-bas. Et donc qu'est-ce qu'on a fait avec ces gens? Donc on se promenait la nuit pour chercher les Brookesia. Donc là vous avez une bonne photo d'un Brookesia, comme ça on dirait que c'est un dragon et que c'est très grand, mais comme je dis au début c'est tout petit comme ça. Et ils sont tout bruns, ce qui ne correspond pas exactement à l'image qu'on se fait normalement des caméléons qui changent de couleur, plein de couleurs, tout ça. En fait, c'est une explication très simple, c'est parce qu'ils vivent la journée dans les feuilles mortes. Ils ne sont pas dans les arbres comme les autres caméléons. Eux, ils explorent vraiment la litière de feuilles mortes pour trouver des petits insectes, etc. à manger. Et puis, la nuit, pour dormir, ils ne dorment pas dans les feuilles, ils montent sur des toutes petites plantes, donc on les trouve maximum à cette hauteur-là pour la plupart, 50 cm, 1 mètre. Et donc ils montent sur des petites plantes pour échapper un peu aux prédateurs, peut-être échapper à l'humidité. S'il y a beaucoup de fourmis par terre, donc vous imaginez bien qu'un caméléon grand comme ça, s'il s'endort à côté d'un nid de fourmis, ça va peut-être être un peu problématique. Et donc on trouvait ces caméléons la nuit à la lampe frontale. Et puis une fois qu'on en trouvait, on mesurait plusieurs variables. Donc les variables du perchoir en lui-même, donc la hauteur du perchoir, la hauteur de où il dormait, le diamètre de la feuille ou de la brindille qui tenait, à laquelle il s'agrippait. Qu'est-ce qu'on regardait? On regardait l'angle du perchoir, s'il avait la tête en haut, la tête en bas, etc. On regardait aussi la plante, donc on faisait plein de photos de plantes que je montrais ensuite à Lessa Boots qui me disait direct « Ah oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça ». C'est assez pratique, j'avais beaucoup de chance de l'avoir. Et ensuite, on regardait aussi un peu au niveau de l'habitat plus général, c'est-à-dire par exemple l'épaisseur des feuilles par terre, si c'était un endroit avec des grands arbres, un endroit avec des plutôt plus petits arbres, etc. Ensuite, pendant que du coup, on cherchait ces caméléons la nuit, forcément on ne voyait pas que des caméléons, mais on voyait énormément de choses, plein d'animaux complètement par hasard. Et du coup, je vais vous faire un petit point sur cette biodiversité incroyable qu'on trouve dans cette réserve. Et donc là, c'est une photo de la forêt primaire. Donc on voit que c'est des forêts qui sont très denses, avec des arbres qui ne sont pas forcément très hauts, très grands, mais avec beaucoup de ramifications, ce qui fait un environnement vraiment très dense et compact. Yavaïman, du coup, c'est vraiment un hotspot de biodiversité. On trouve dans cette petite forêt qui fait quelques kilomètres 70 espèces de grenouilles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 70 espèces de grenouilles, mais en Suisse, dans tout le pays, on en a 10, quelque chose comme ça. 11 espèces de lémuriens, 11 espèces de caméléons au moins, plus de 80 espèces d'oiseaux et plus de 200 espèces végétales décrites, donc celles qui ont un nom dessus. Donc, je ne sais pas combien il y a d'espèces de plantes en tout, juste dans cette toute petite forêt, mais c'est des chiffres qui sont énormes. Ça, par exemple, c'est les Sabouts qui font un câlin à un arbre pour montrer un peu la taille des arbres. Il y a quand même des gros arbres. Et on voit surtout qu'il y a plein d'autres plantes qui poussent même sur le tronc des arbres qui sont encore vivants. Donc vous avez plein de mousses, plein de racines autour, plein de plantes qui poussent dessus. Et tout ça, ça fait des habitats pour tout plein d'animaux. Donc je vais vous montrer en premier quelques grenouilles rapidement.
Donc là, c'est Heterixalus punctatus, et on voit que derrière des enfants, parce que quand on se balade dans les villages pour chercher des trucs, il y a toujours une horde d'enfants qui vous suivent et qui trouvent les caméléons avant vous, enfin, ils savent exactement où ils sont, et c'est assez rigolo. Et ensuite, un autre genre de grenouille qui est vraiment emblématique de Madagascar, c'est les boa-fils. Donc c'est ces petites grenouilles arboricoles, celle-là elle est vraiment petite, elle doit être comme ça, avec ses gros yeux globuleux. Il y en a aussi des plus grosses, par exemple celle-ci, Boa-fils albilabris. Et il y a des choses vraiment incroyables en camouflage. Les Spinamantis, c'est des grenouilles qui ressemblent à de la mousse, donc vous mettez ça sur un tronc en mousse, bonne chance pour la trouver. Et bien sûr, il y a les grenouilles vraiment emblématiques de Madagascar, j'étais obligé de les mettre aussi, c'est les Mantellas. Donc on a Mantella baroni à gauche et Mantella pulchra à droite, c'est les deux Mantellas qu'on retrouve dans la réserve là-bas. Après, bien sûr, il n'y avait pas que les Porucadium, il y avait plein d'autres espèces de caméléons. Ça, je pense, j'étais content vraiment à chaque fois que je les voyais. Caluma gallus, donc c'est tout petit, hein. Celui qui est sur mon doigt, c'est un mâle adulte. Et ils ont vraiment ce long nez avec plein de couleurs. On voit l'individu en haut à droite qui a vraiment ce rose, bleu, vert, avec même les flancs bleus et jaune. La photo, les couleurs ne sont pas poussées, c'est vraiment juste avec le flash, il ressemble vraiment à ça. Et ça, il n'y en a pas à beaucoup d'endroits à Madagascar. Et à Voilimane, on a la chance d'avoir vraiment une bonne population de ces caméléons-là. Après, un caméléon un tout petit peu plus gros, qui était environ comme ça, avec la queue, Furcifer wilsi. Et aussi un caméléon de taille moyenne, Caluma furcifer. Lui, vraiment, il se trouve plus qu'à Voilimane, d'après les gens que j'ai rencontrés. Normalement, il y en a un peu autour d'autres populations. Mais d'après les guides avec qui j'ai pu parler, même qui venaient d'ailleurs à Madagascar, etc., ils vont même plus ailleurs pour les chercher parce qu'ils n'existent plus, en fait, les forêts ont été brûlées. Et du coup, c'est une population qui subsiste que à Voilimane. Et bien sûr, après, il y a les plus gros, Caluma parsoni. Donc ça, c'est le corps est environ comme ça, et avec la queue, c'est juste comme ça, c'est le caméléon le plus lourd du monde. Pour finir avec les lézards, du coup, les Uroplatus, qui sont aussi un genre très connu de Madagascar, je pense que certains connaissent. Donc l'Uroplatus, ça veut dire avec la queue plate. Donc là, on le voit bien la nuit parce qu'il est décollé du tronc d'arbre, mais pendant la journée, il se camoufle en s'aplatissant contre l'écorce. Du coup, c'est impossible à voir, le camouflage est vraiment exceptionnel. Après, quelques serpents, moi je suis un grand fan de serpents, donc je peux vous montrer des photos de serpents pendant des heures, mais sinon on est jusqu'à demain matin. Donc juste en vous en montrer deux. Donc celui-ci, Parastenophis batzilianus, et peut-être le plus connu des serpents, qui est aussi dans cette forêt, Sansinia madagascariensis, donc c'est des boas arboricoles qui font jusqu'à, j'en ai vu entre 1m30 et 1m50, j'en ai croisé pas mal. Et donc tous ces serpents sont complètement inoffensifs. À Madagascar, il n'y a pas de serpents venimeux. Après, je suis obligé de vous parler un peu aussi des lémuriens, parce que les forêts de Madagascar, c'est les lémuriens. Donc là, il y a les Indri, donc c'est les plus gros lémuriens de Madagascar, et il y en a une bonne population aussi à Voilimane. Donc je dis que c'est les plus gros, mais le corps avec la tête, ça fait quelque chose comme ça, c'est pas non plus, c'est pas des gorilles non plus. Enfin voilà, et le matin, ils ont ce comportement, enfin, tout au long de la journée, mais surtout le matin. C'est des cris territoriaux, donc ils vivent par petits groupes et poussent des cris qui s'entendent sur plusieurs kilomètres à la ronde pour marquer leur territoire. Donc quand on fait des sorties en forêt, d'un coup, vous avez un groupe qui chante et l'autre groupe qui lui répond. En fait, tous les groupes dans la forêt se répondent, du coup, ça fait une espèce de concert de lémuriens dans toute la forêt en même temps. C'est une expérience assez incroyable. Après, des plus petits lémuriens aussi. On appelle les Myrgrisaeus qui mangent du bambou. Ceux-là, ils mangeaient juste à côté de où nous on mangeait. Donc le soir, on les apercevait comme ça. Bien sûr, les plus petits, et ça c'est des lémuriens nocturnes, les Microcebus. Donc là on ne se rend pas compte sur la photo, mais c'est grand comme ça. Et du coup on les voyait bien avec les lampes frontales, vous avez des yeux rouges qui sautent partout, qui vous tournent autour, et qui s'arrêtent pour regarder ce que vous faites. Enfin voilà, et on a découvert aussi ces traces sur un arbre, à quelques mètres de haut. Est-ce que quelqu'un a une idée de à qui ça pourrait appartenir ? Alors malheureusement, c'est pas ma photo parce que j'ai pas vu en vrai, j'ai vu que les traces. Mais ça doit appartenir au aïe. On a beaucoup réfléchi avec les guides et on ne sait pas à qui d'autre on pourrait attribuer ces marques de morsure sur les arbres. Mais c'est un animal qui est très discret à Voilimane, il n'a pas été vu depuis plusieurs dizaines d'années.
mais on a trouvé quand même pas mal de traces. Donc je pense que lui nous a vus. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir. J'ai quelques oiseaux, je suis pas un grand ornithologue, mais quand même, du coup, il y a quelques engoulevents. On en croisait beaucoup la nuit, donc c'est des oiseaux nocturnes avec leurs grands yeux qui mangent des insectes. Ils ont un peu la même écologie que les chauves-souris finalement. Donc on en voyait beaucoup la nuit. Et puis bien sûr des petits martins pêcheurs. Donc peut-être aussi l'oiseau le plus emblématique de Madagascar, le coie bleu. Donc ça fait la taille d'un gros pigeon. Et en fait c'est des oiseaux qui mangent les caméléons aussi. Et qui mangent les Uroplatus qu'on avait avant. Et donc ils ont une grosse place dans le folklore local. Typiquement, les gens ils se soignent avec des plumes de coie bleu qu'ils mettent dans l'eau, ça fait de la vapeur pour soigner des blessures, etc. Il y a beaucoup de croyances autour de ces oiseaux. Ah, voilà, c'est bien beau de parler de tout ce que j'ai vu, mais du coup, qu'est-ce que ça a donné? Donc, un petit peu les résultats de tout ce travail. Donc là, en fait, en bleu, c'est là où je me suis baladé. Donc, on a la base, en fait, si on veut ici. Et puis là, je me suis beaucoup baladé à travers la forêt dégradée. Et en fait, c'est un petit chapelet de bouts de forêt qui restent, qui sont très isolés et qui, en fait, tous les arbres ont été coupés à une certaine époque, donc c'est très très dégradé. Et puis ici, on a une forêt qui est beaucoup plus, la forêt primaire, plus originelle en tout cas. Je me suis aussi pas mal baladé. Donc on partait souvent à 6h du soir et puis on revenait des fois à minuit, 1h, 2h du matin. Et je fais ça tous les soirs pendant 1 mois et demi. Et donc pendant tout ce temps, on a trouvé quand même des brocasia. Tous les points rouges, c'est les brocasia qu'on a trouvés. Ça fait 222 brocasia qu'on a trouvés en 2 mois. Donc voilà, quand on faisait ça tous les soirs, juste avant de dormir, des fois je me couchais dans mon lit et je faisais des cauchemars la nuit de brocasia, tellement on en voyait pendant la soirée. Donc je savais qu'il y avait Gaga qui trouvait ou il y a un guide qui trouvait les brocasia, il disait ah Colin là il y en a un. Enfin, je commençais à mesurer. Puis il faut quand même 5-10 minutes pour mesurer tous les paramètres autour d'un caméléon. Puis il courait, ah il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Il courait partout, puis à la fin je savais plus lequel j'avais fait, lequel j'avais pas fait. Et puis enfin bref, ça a valu quelques cauchemars ces brocasia, mais bon. Voilà, donc pour vous rappeler rapidement l'étude, donc on cherchait les brocasia, on mesurait, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais on mesurait la taille des brocasia, ensuite on prenait des photos de la plante pour la déterminer, on mesurait l'angle, la distance depuis le brocasia jusqu'au bout de la tige, est-ce qu'il dort tout au bout de la tige, est-ce qu'il dort plus proche de la base de la plante, la hauteur du perchoir, est-ce qu'il grimpe beaucoup, est-ce qu'il grimpe pas beaucoup, le diamètre de la branche qui tient, la flexibilité de la branche aussi. Donc en premier, j'ai quelques résultats déjà sur la hauteur. Donc là, je vous ai mis cette photo parce qu'on en voit deux. Il y en a un ici en haut et un autre ici en bas. Donc des fois, ils sont assez proches à des hauteurs qui varient, mais c'est toujours, en général, maximum cette hauteur-là. Donc je mesure ça tout simplement avec un mètre déroulant comme ça. Et puis, en fait, quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que les brocasia grimpent moins, en fait ils dorment plus proche du sol dans la forêt primaire que dans la forêt dégradée. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne savais pas si on avait des perceptions différentes, si on les voyait différemment sur le type de forêt ou pas, si c'était dû à nous ou pas. Et en rentrant, du coup, j'ai cherché un peu et il y a une madame Miller qui a trouvé la même chose que moi, mais sur une autre espèce de brocasia à un autre endroit de Madagascar. Aussi, ils dorment plus haut quand la forêt est dégradée. Et du coup, je me suis dit, trop bien, c'est quoi l'explication de ça? J'ai lu tout le papier, et en fait, elle ne sait pas. Et donc, elle ne sait pas trop, elle émet plein d'hypothèses, mais rien n'est vraiment vérifié. Donc, je ne sais pas si dans mes données, je vais trouver autre chose encore qui pourrait donner une explication à cette tendance-là. Là, sur le graphique, ça paraît assez proche, mais il y a quand même 10-15 cm de différence de moyenne entre les deux hauteurs selon la forêt. Et après, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, c'est pas les plus gros qui montent plus haut et les plus petits qui restent plus bas? En fait, on voit que non, c'est pas du tout. Il y a une toute petite tendance, mais c'est pas vraiment corrélé. On voit même plutôt que c'est les brocasia de taille moyenne, donc par ici, qui ont tendance à grimper le plus haut. C'est quelque chose qu'il faut encore que j'investigue pour voir. C'est quelque chose qui pourrait expliquer ça. Et ensuite, on mesure aussi le diamètre. Donc là, on voit pas forcément avec les photos, mais du coup, là, c'est un brocasia qui est plus petit, on voit qu'il est sur une petite feuille. Au milieu, on a un brocasia de taille moyenne qui est sur une tige de taille moyenne. Et tout à droite, on a une grosse femelle qui a le ventre plein d'œufs
et qui est sur une grosse branche. Donc en fait, sans surprise, il y a une forte corrélation entre la taille du brocasia et la taille des branches qui tiennent. Donc les petits brocasias sont sur des petites branches ou sur des feuilles, en général, et les plus gros brocasias se tiennent sur des plus grosses branches. Ensuite aussi l'angle. Donc là, la photo d'avant, j'ai un peu tourné les photos pour qu'ils soient tous à plat, mais dans la réalité, ça donne ça. Donc en général, on voit que les plus petits ont la tête en bas, les moyens ont plus ou moins la tête à plat, et les gros ont en général la tête en haut. Donc c'est une tendance, évidemment, il y a tout plein d'exceptions, mais c'est une tendance et ça donne quand même un résultat qui est statistiquement significatif. Donc les grands brocasias ont tendance à avoir la tête en haut, et les petits, la tête en bas. Et ensuite, on n'a pas mesuré que les caractéristiques physiques du perchoir, on a aussi on s'est aussi intéressé aux espèces de plantes. Moi, je vais vous parler de deux plantes, je ne vais pas parler de toutes les plantes qu'on a trouvées là-bas, sinon on serait là jusqu'à demain matin. Mais deux espèces de plantes. Donc en premier, Miconia crenata, c'est une plante qui est connue à Madagascar pour servir de papier toilette, parce qu'elle est de surface un peu gaufrée comme ça, mais ce n'est pas du tout aucun rapport avec les brocasias. Et en fait, Miconia crenata, c'est une plante qui est originaire d'Amérique centrale. Elle a été introduite à Madagascar il y a environ 100 ans. En fait, elle est complètement invasive dans les forêts secondaires. C'est-à-dire quand une forêt est très perturbée ou qu'on l'a carrément brûlée, en fait, c'est la première plante qui va repousser. Et des fois, on arrive dans des endroits, dans des forêts secondaires ou fortement dégradées, où peut-être 80-90% des plantes qui font cette hauteur-là, donc typiquement celles que les brocasias utilisent pour dormir, c'est cette espèce-là en fait. Et elle colonise aussi petit à petit les forêts primaires après des perturbations. Par exemple, s'il y a un arbre qui tombe ou s'il y a un glissement de terrain, c'est la première plante qui va arriver et ça empêche les plantes, le développement normal de la forêt. En fait, les plantes malgaches qui devraient pousser n'arrivent pas à pousser à travers des zones recouvertes par Miconia crenata. En fait, cette plante elle est vachement évitée par les brocasias. Ils n'aiment pas dormir dessus. Donc, par exemple, si vous arrivez dans un petit endroit dans la forêt où il y a 50% des plantes qui sont représentées par Miconia crenata, vous attendez à ce que 50% des caméléons dorment dessus, s'ils vont au hasard, s'ils prennent la première plante qui leur tombe sous la main. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Le pourcentage ne correspond pas du tout. Donc, par exemple, si vous avez 50% du sol qui est recouvert par cette plante, il y a peut-être que 5-10% des brocasias qui sont dessus. Donc il l'évite activement en fait. Et j'ai cherché dans d'autres références scientifiques, personne n'a encore tombé là-dessus. Et donc j'ai pas vraiment d'hypothèses toutes prêtes qui viennent d'autres recherches pour expliquer ça. Mais une hypothèse qui me paraît pas si mauvaise, c'est qu'en fait cette plante est recouverte de plein de petits poils. En fait les brocasias ils ont leurs petites griffes au bout de leurs doigts. Puis la nuit, ils cherchent à s'agripper le plus fort possible pour dormir. Mais si la plante est recouverte de poils, ça peut les empêcher de s'agripper correctement en fait, sur la plante. Du coup, c'est peut-être quelque chose qui les retient. Peut-être aussi qu'elle émet des substances volatiles que les caméléons n'aiment pas. Ou peut-être d'autres causes encore. Il faudrait investiguer ça. Ensuite, un deuxième cas, qui est le cas Psydium catlayanum, qui est le goyavier de Chine, qui, comme son nom l'indique, est originaire d'Amérique centrale. Donc, il a été introduit il y a environ 200 ans à Madagascar. En fait, il a la même histoire, la même écologie que la plante d'avant. En fait, il pousse aussi en premier dans les forêts qui ont été dégradées. Si on brûle une forêt, au bout de quelques années, il n'y a presque que cette plante qui pousse aussi. Et pareil, elle colonise les forêts primaires après des perturbations. En fait, ils font des graines qui sont mangées par les oiseaux et les lémuriens qui les dispersent un peu partout. Et puis, par contre, cette plante, il n'y a pas de souci pour les brocasias. S'il y a par exemple 50% de cette plante dans le sous-bois, on va trouver au moins 50% des brocasias qui sont dessus, voire plus. Donc, c'est une plante qui ne les dérange pas du tout. Du coup, il y a des plantes invasives qui les dérangent vraiment beaucoup, comme celle d'avant, et d'autres plantes invasives comme celle-ci qui n'ont pas l'air d'avoir une grosse influence. Et ensuite, il y a aussi au niveau de l'habitat. Donc là, je vais faire un zoom sur où est-ce qu'on a trouvé les brocasias. Donc on voit qu'il y a des zones très denses. Par exemple, ici, il y en a vraiment beaucoup.
sur ce petit tronçon-là, ici il y en a quelques-uns, mais il y a des zones qui sont vides, ou presque vides. Par exemple, toute cette zone-là est presque vide. Le bas ici est presque vide, jusqu'ici. Et j'essaie de trouver une explication qui pourrait expliquer ça. Donc quand j'étais sur place, j'étais persuadé que c'était la hauteur de la canopée. Quand les arbres sont plus hauts, il me semblait qu'il y avait plus de brocasia. Et après, en fait, en rentrant, j'ai pris des images satellites pour voir la hauteur de la canopée. Et en fait, la hauteur des arbres est exactement la même, que ce soit ici, là, ou là, et ici. Donc c'est pas la hauteur des arbres qui influence ça. Il va falloir creuser encore un peu et essayer de trouver quelque chose qui pourrait expliquer cette distribution. C'est pas des zones plus humides Peut-être qu'il y a des zones plus humides, parce que je pensais que ça pouvait être ça, parce qu'au fond, ici, il y a des... le Voimada, c'est une espèce de succession de vallées comme ça. Et il y a des endroits où ici c'est très humide, quand vous passez là-dedans, c'est plein de sangsues partout, très humide, très marécageux. Il y a des endroits qui sont très secs, comme les crêtes ici, mais tout ça, par exemple, c'est la même crête, ils sont tous concentrés ici, là on voit pas parce que les points sont vraiment les uns par-dessus les autres, mais on en a trouvé énormément ici, et à l'œil, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc il faudra que j'essaie de creuser avec d'autres images satellites, d'autres analyses, on va voir si quelque chose peut expliquer ça. Donc voilà, pour conclusion et perspective, en gros, si on résume un tout petit peu ce que j'ai trouvé pour l'instant, c'est que plus le brocasia est grand, plus il va choisir une grosse branche, il va dormir en général avec la tête en haut, mais pas plus haut. La hauteur ne dépend pas de la taille du brocasia, mais plutôt du lieu dans la forêt de où il est. Et ensuite, il n'y a pas d'influence, par exemple, des feuilles mortes par terre, ce qui est étonnant parce que c'est des animaux qui vivent dans les feuilles mortes, ils se cachent dans les feuilles mortes. Mais le pourcentage de feuilles mortes par terre ne détermine pas l'endroit où est-ce qu'on va les trouver. La densité de grands arbres, s'il y a des grands arbres ou pas, tout proche, ça ne va pas influencer grand-chose, ni la hauteur de la canopée, comme j'ai dit juste avant. Et j'ai trouvé des plantes qu'ils évitent, enfin, en tout cas, une espèce de plante qu'ils évitent beaucoup. J'ai pas trouvé de plante qui favorise, en fait. Et sinon, malheureusement, les menaces, donc la plus visible, c'est la déforestation. Juste vous montrer quelques chiffres que j'ai trouvés sur Global Forest Watch. En gros, c'est un site internet qui recense un peu l'évolution des forêts sur la planète. Et au niveau de Madagascar, on a perdu les 20 dernières années 8000 km² de forêt primaire. Donc ça peut être difficile à se représenter comme ça, mais c'est la taille de la Suisse romande. En gros, qui a complètement brûlé de forêts, c'était des forêts intactes, c'était pas des forêts secondaires ou des forêts dégradées, des forêts vraiment primaires qui ont disparu. La taille de la Suisse romande. Et ensuite, la réserve où j'étais à Voiman, c'est dans la province de Toamasina. En gros, c'est l'endroit où il y a le plus de forêts primaires, de forêts humides. Et 28% de la surface de la province a été déforestée dans les 20 dernières années. Donc, c'est pas 28% de la forêt qui a disparu, c'est 28% de la surface totale de la province qui a été déforestée. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et en fait, peut-être le pire dans tout ça, c'est que c'est une tendance qui est à la hausse. Donc d'année en année, les forêts disparaissent de plus en plus vite. Voilà. Sinon, un changement aussi auquel on peut penser, une perturbation à laquelle on peut penser, c'est le changement climatique. Donc quand j'y étais, j'étais censé arriver au début de la saison des pluies, qui est censé arriver au mois de novembre, décembre, et qui se poursuit jusqu'en mars. En fait, quand j'y étais, pendant le mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier, on a eu 5 jours de pluie. Donc en fait, on était censé être au début de la saison des pluies, il y avait moins de pluie que pendant la saison sèche. Donc en fait, il y a une saison encore plus sèche qui s'installe à la place de la saison des pluies. Et c'est une tendance qui augmente d'année en année. L'année passée, il y avait 1 mois de retard sur la saison des pluies. Cette année, il y avait 2 mois et demi de retard. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va continuer, s'accentuer. En tout cas, c'est vraiment très inquiétant. Aussi d'autres menaces, évidemment, c'est le braconnage de la faune et de la flore. Comme j'ai dit avant, il y a eu ce coup d'État en 2009 qui a pas mal déstabilisé le pays. Et depuis, il y a une nette hausse en fait, du braconnage. Donc il y a beaucoup d'animaux qui sont exportés illégalement. Et aussi en fait, le bois rose, je ne sais pas si vous connaissez le bois de rose, c'est un bois luxueux pour faire des meubles, etc. Et ils sont vraiment au centre des forêts les plus primaires de Madagascar. Et du coup, c'est un bois qui est braconné, même dans les parcs nationaux, partout. Et aussi l'exploitation des ressources, parce que forcément le sous-sol malgache est plein de terres rares et de choses qui nous importent.
Et donc ici, on a en fait une mine qui s'est développée les 20 dernières années. En fait, c'est la plus grosse mine de nickel du monde. Et donc ça, c'est la forêt où j'étais. Donc pour vous donner une idée de la taille du trou qui est en train de se créer ici, avec tous les animaux que je vous ai montrés avant, c'était une proportion infime de tout ce que j'ai vu dans cette forêt-là. Et là, il y a toute cette portion-là qui est complètement détruite, en fait, et c'est un endroit de la forêt qui est complètement primaire, pas touché, mais bon, il y a le nickel en dessous. Et ce qui est encore plus sympa, c'est qu'en fait, il y a, du coup, pour exporter ces minerais, ils ont fait un pipeline qui passe environ par là, comme ça, pour aller jusqu'au port sur la côte. Et en fait, ils ont découvert fin de l'année passée qu'en fait, le pipeline, il fuyait. Du coup, il y a des monstrueuses pollutions d'eau, que ce soit l'eau que les gens boivent ou l'eau dans les rivières, dans les forêts, etc. Donc, comment ne pas désespérer et comment pas juste pleurer devant tout ça, parce qu'au niveau global, on a l'impression que tout est foutu et que ça sert à rien. En fait, on peut regarder juste à l'échelle locale. Typiquement, Voiman, où j'étais, c'est un projet qui est géré par des locaux, tout exploité par les gens locaux. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui vivent directement de cette réserve en protégeant la forêt. Et ça a des retombées sur tous les villages autour. Et il y a plein d'autres projets comme ça. Voiman, c'est juste un exemple parmi tant d'autres à Madagascar. Et donc, quand on regarde à l'échelle globale, rien ne va. Mais quand on regarde à l'échelle plus locale, il y a plein de projets qui portent leurs fruits et qui marchent bien. S'il n'y avait pas cette réserve là-bas, on peut parier que tout ce que je vous ai montré avant, plus rien n'existerait. Et il y a aussi petit à petit les locaux eux-mêmes. Donc, par exemple, ça c'est Roland, c'est quelqu'un qui vit juste à côté de la réserve où j'étais, du coup j'ai pu sympathiser avec lui. Et en fait, lui, il s'est rendu compte déjà il y a plusieurs années qu'ils dépendent de la forêt. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'eau propre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de précipitation. Beaucoup de leurs ressources, c'est la forêt qui leur donne gratuitement. Et donc lui, il a commencé déjà à arrêter la culture sur brûlis, parce qu'il y a cette culture sur brûlis où en fait on brûle des bouts de forêt, on plante dans les cendres, mais le terrain après forcément s'érode très vite, et on est obligé de rebrûler plus loin, en fait on empiète toujours plus sur la forêt pour avoir des cultures rentables. Et ça a marché jusqu'ici, mais là, d'après les prévisions, dans 10-15 ans, si ça continue comme ça, il n'y aura plus que les aires protégées, une forêt qui existe. Et il y a même des dégâts, des incendies dans les aires protégées, donc c'est quelque chose qui est vraiment pas viable. Et donc là, il y a Roland qui s'est rendu compte de ça, et de lui-même, il n'a pas de connexion Internet, il habite dans une maison en bois, comme je vous ai montré avant. Et voilà, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience en fait, du problème sur place, et lui maintenant il essaie d'implémenter de la permaculture, de faire les choses de manière vraiment durable pour lui et pour ses enfants. Donc on a de bonnes chances d'espérer que ce mode de pensée en fait, se répande un peu, et puis il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire depuis la Suisse? Parce que bon, si on se met tous à voter vert et qu'on a 7 conseillers fédéraux verts, c'est pas ça qui... c'est joli, mais je pense pas que ça va arrêter la déforestation à Madagascar. Donc il faut en fait donner de l'importance à tous ces lieux, à ces projets qui marchent sur place, et notamment le Cameloon Center Conservation, qui font plein de projets à Madagascar, dans lesquels vous pouvez vous engager juste vous, en allant sur place pour récolter des données, soutenir du coup Voiman et tout ça. Et vous pouvez en parler avec Sébastien qui pourra répondre à toutes vos questions après. Et donc voilà, pour finir, je veux dire merci aux guides sur place, parce que sans eux, il n'y a absolument rien qui aurait pu se passer. C'est eux qui ont les vraies connaissances de la forêt, ceux qui vivent là-bas depuis tout le temps, c'est eux qui savent où trouver les caméléons, comment les trouver, qui connaissent leurs habitudes. Moi, j'ai juste été là-bas pour finalement prendre des données, mesurer et les adapter aux standards scientifiques qu'on a ici. Mais voilà, sans eux, ça n'aurait pas du tout pu se faire. Et aussi, merci à vous d'être venus, de l'avoir écouté, de donner de l'importance à ce genre de projet. Et voilà, merci beaucoup.